Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Salut tout le monde et bienvenue à Info TCBH. Encore une entrée explosive cette semaine. Donc pour les prochaines semaines, je vais essayer de vous imaginer des entrées un peu originales comme ça là, pour agrémenter un peu l'émission d'information. Cette semaine, qu'est-ce qui nous attend? Et oui, cette semaine encore, je vous présente des reportages qu'on a captés cet été. Donc, cette semaine, je vous présente le marché public des Basques, donc l'ouverture du marché public au mois de juin. Un reportage que j'ai pu faire sur le port du masque opaque, autrement dit pour les personnes qui étaient malentendantes. Donc, c'est une personne qui m'a rejoint pour en parler. Également, cet été, j'ai pu me rendre à Saint-Modeste parce qu'il y avait une annonce de plusieurs investissements dans les routes pour un total de 1,5 million de dollars. Et ça fait le tour pour les reportages estivaux. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a au menu dans les reportages d'actualité? Le 7 octobre, les citoyens étaient invités à se joindre aux élèves de l'école secondaire de Trois-Pistoles pour participer à la plantation du parc Foresti-Fruits. Par la suite, j'ai été rencontrer Laurie Vaillancourt, la directrice de la Maison de la Famille des Basques, pour nous parler d'une chasse aux fantômes bien particulière. Donc cette année, il n'y aura pas de maison hantée, circonstances obligent, mais la Maison de la Famille nous réserve quand même un petit événement cette année. Samedi le 17 octobre, c'est le défi Chaîne de vie au Mont Saint-Mathieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que j'avais couvert l'année dernière, justement. J'avais pu monter la montagne pour ma part en télésiège parce qu'avec une caméra, c'est assez difficile de monter une montagne. Mais bref, je suis allé rencontrer Lucie Dumont, la présidente et fondatrice du défi Chaîne de vie, pour qu'elle nous parle de l'édition de cette année. Donc, on y va tout d'abord avec les reportages estivaux. Aujourd'hui, on a de la fraise du Québec, la variété Otif. Puis on s'attend d'en avoir une partie du mois d'octobre avec les autres variétés. Puis on a des produits transformés, comme on a de la fleur d'ail, on a des herbes salées, du concombre glacé, des betteraves, du ketchup aux fruits. On a fraises transformées, fraises et rhubarbe. On a quelques produits de l'érable. Puis aujourd'hui, on a aussi des fines herbes, des choux, un peu de tomates, des fleurs aussi. Nous, on est Racine Boulangerie Fermière, on fait du pain au levain et des gourmandises aux saveurs du jardin, autant sucré avec des petits fruits locaux ou salés avec des légumes, des produits locaux aussi. On a des abeilles et on fait du bon miel de Saint-Paul-de-la-Croix. On fait différents produits, dont les hydromels, du porto, de la vinaigrette, du caramel. Puis c'est des bons produits. Vous pouvez venir nous voir chez nous à Saint-Paul-de-la-Croix à la boutique ou sinon dans les marchés publics. Les jardins sont dans le chemin de la fonderie à Saint-Simon, dans le 2e rang. C'est notre 4e année qu'on produit, qu'on est présent au marché, qu'on fait nos paniers de légumes. C'est certifié biologique. Là, c'est le premier marché, 21 juin, on a sorti ce qu'on peut, là, des laitues, des bok choy. Là, chaque semaine, il y a plus de choses qui vont sortir du champ puis qui vont être prêtes. La semaine prochaine, il devrait avoir les premiers concombres, puis des radis, les rabioles vont suivre. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Les zucchini, c'est peut-être dans 3 semaines, avec un petit peu de chance. Ensuite, plus tard en saison, après, c'est carottes, betteraves, tomates,
poivrons, aubergines. On va avoir des échalotes bientôt aussi, peut-être dans 2-3 semaines, encore une fois. La fleur d'ail, ça arrive bientôt. On fait vraiment une grande variété de légumes parce qu'on fait des paniers qu'il faut qu'ils soient diversifiés du début à la fin. On est ici à chaque dimanche de maintenant jusqu'à mi-octobre. Moi, c'est Cyril Albert de Érablière Albert. Mes produits, c'est du sirop d'érable, du beurre d'érable, de la tire d'érable, des pains de sucre et des cornets de sucre. Et aussi, on fait des tartes au sirop d'érable. Tout l'été, on est au marché public ici. Les produits, c'est des biscuits sablés, des dattes farcies à pâte d'amande, des baklava, des biscuits qu'on peut prendre avec le thé, de la confiture, des pains traditionnels cuits à la poêle. Mon commerce est à Rimouski et je fais les marchés publics à partir du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Et j'ai les points de vente qui sont chez Alina, la Coop Alina Rimouski et JA, tout à Rimouski par exemple, la Fumerie de l'Est. Et je suis ici au marché des Basques à tous les dimanches. Ma sortie, c'est une sortie bilatérale asymétrique. Ce qui veut dire que mon oreille gauche, j'entends pas en bas de 60 décibels. Puis mon oreille droite, j'entends pas en bas de 75 décibels. Ça, c'est sans appareil. C'est environ les bruits de la parole, des oiseaux, tout ce qui est doux, je les entends pas. Pour m'aider à mieux comprendre et à mieux entendre, ben moi, j'ai des appareils auditifs des deux oreilles. Puis, je les ai depuis l'âge de 5 ans. La lecture labiale, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça, en gros? La lecture labiale, ben, c'est lire simplement sur les lèvres. Pourquoi? Parce que nous, ça nous complète de l'information. Ça nous fait comprendre que c'est quoi capter, là, c'est quoi le mot exact. Puis qu'est-ce que tu veux dire? La lecture labiale, c'est aussi le mouvement des lèvres. Quand tu prononces les mots pain, main, ben c'est le même son, sauf que c'est pas le même mot. Puis nous, avec la lecture labiale, ben avec ce que tu prononces, nous, on est capable de capter, des fois difficilement, mais des fois facilement, le mot. Le port du masque. Ben avec la pandémie qui vient depuis le mois de mars, ben le port des masques, qui fait que ça fait une situation très difficile pour nous, parce que le port du masque opaque que je parle, ça vient cacher les lèvres. Puis nous, en ce moment-là, ben on est comme déstabilisés, là. On sait pas, on comprend pas, on n'entend pas. Quand je dis qu'on n'entend pas, c'est parce que le masque, il coupe le son. Quand une personne le porte, le masque, nous, on n'est pas capable de saisir l'information. Ça cache les lèvres, ça cache les expressions, puis ça nous donne l'angoisse, le stress. Les gens ont tendance à voir que les personnes ont sourdes et malentendantes là, qui vont toutes comprendre puis entendre, mais c'est malheureusement pas le cas. Là. Existe-t-il une solution? Ce qui nous aiderait, c'est des masques avec une fenêtre transparente. La fenêtre avait essayer de voir les lèvres, puis tout ça. Puis nous, on est capable de voir ça, puis de comprendre. Puis ces masques-là, malheureusement, en ce moment, ne sont pas encore en vigueur. Mais, par contre, on a une bonne nouvelle,
Puis ce que ça va être en vigueur à partir du mois d'août dans le secteur de la santé seulement, pour le moment. Audition Québec, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir l'autonomie et l'intégration des personnes ayant des problèmes d'audition au Québec. Ils sont en collaboration avec les autres organismes du milieu, provinciaux et régionaux, les professionnels de la santé auditive, puis aussi du milieu de l'éducation. Puis eux autres aussi sont chapeautés par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Lorsque la pandémie a commencé au mois de mars, au départ, on n'avait pas parlé encore des masques. Au départ, ce qui nous préoccupait pour nous, les personnes sourdes et malentendantes, c'est le fait de ne pas avoir des interprètes gestuels à la télévision lors des conférences de presse. Puis le sous-titrage, on avait assez, sauf que c'est en direct. Puis le sous-titrage, ça ne correspondait pas exactement aux mots que les gens-là disaient. Audition Québec, eux autres ont commencé par faire des démarches pour avoir les droits, pour avoir l'information directement, là, pour avoir des interprètes gestuels. Les débuts du masque. Quand on a vu quand le premier ministre Legault avait porté un masque, puis les autres aussi, on a dit « Wow, là, on va-tu voir la conférence de presse là, avec ça? » Parce que là, on était comme, oups, là, on perdrait toute l'information. Là. Donc, c'est à ce moment-là que l'Audition Québec là, commence à faire des démarches là, pour permettre d'avoir le masque là, avec une fenêtre transparente. Ce masque-là, il existe aux États-Unis simplement. Puis, ce masque-là aussi, c'est qu'il n'était pas encore reconnu par Santé Canada. Audition Québec, eux autres ils ont fait des démarches avec, je crois, c'est 29 associations. Parce que c'est pas seulement pour les personnes malentendantes et sourdes, c'est aussi difficile pour les personnes autistes, les personnes qui ont une déficience de la parole, qui ont la difficulté à prononcer tout ça, puis les personnes déficientes intellectuelles, puis aussi les personnes, je pense, aux personnes avec qui apprennent une langue. Les personnes allophones qu'on appelle. Donc, toutes ces personnes-là, ils ont besoin de voir pas seulement les lèvres, mais les expressions, comment tu parles, tout ça, pour les aider là, à mieux développer le langage, puis tout ça. Dans le mois de septembre, là, c'est là qu'on va voir là, si ça va être accessible au grand public. Pour obtenir un masque avec une fenêtre transparente, comment fait-on? Vous vous rendez sur le site de l'APDA, l'Association des personnes avec une déficience de l'audition. Vous vous rendez dans l'onglet Boutique, vous sélectionnez le masque. Vous choisissez la couleur qui vous convient, soit le blanc, le gris ou le noir. Vous ajoutez au panier et vous terminez votre commande. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de l'Association des implantés cochléaires du Québec. Vous vous rendez dans la boutique. Vous choisissez le masque avec une fenêtre transparente. Vous ajoutez au panier et vous terminez votre commande. Quels sont les fournisseurs? Rendez-vous sur le site technitextile.ca. Allez dans Bibliothèque virtuelle, Publications. Cliquez sur le guide de fournisseurs essentiels COVID-19. Téléchargez le guide. Dans celui-ci, vous retrouverez tous les fournisseurs essentiels du COVID-19 en pages 38 et 39.
Comment fabriquer son propre masque? Vous vous rendez sur le site québec.ca. Vous cliquez sur « Informations sur le COVID-19 », port du masque ou couvre-visage, fabriquer un masque ou un couvre-visage, modèle avec fenêtre, modèle à découper, et vous téléchargez le document. Dans celui-ci, vous retrouverez toutes les étapes pour fabriquer votre couvre-visage artisanal. Vous aurez également 2 pages à imprimer où les patrons du masque se retrouvent. S'identifier comme malentendant? Audition Québec a fait des macarons. Je lis sur les lèvres avec le logo universel, c'est une oreille barrée, qui signifie une personne sourde et malentendante. Donc, nous, on l'affiche sur nous. Puis quand on va dans les endroits, bien, la personne a pu reconnaître que, oh, OK, c'est une personne avec une surdité. Ça, vous pouvez aller voir sur le site Audition Québec. Puis, eux autres, ils ont les cartes. Ils ont aussi des cartes qu'on appelle des co-cartes. Un problème de communication? Mais c'est pas toujours facile parce que le monde ne sont pas encore sensibilisés. Il y a plusieurs personnes sourdes et malentendantes qui ont dit que les personnes criaient, ça insultait, ça ignorait parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre et à entendre qu'est-ce qu'ils veulent dire. C'est plus difficile. Des stratégies de communication sont en place. Ça, c'est un guide pour les personnes malentendantes et sourdes c'est pour les aider à se préparer. Il y a 18 stratégies pour mieux communiquer quand on a un problème d'audition. Ça, ce guide-là, vous allez sur le site auditionquebec.org/COVID-19. Avant de sortir, pour s'équiper des cartes pour s'identifier. Je sais qu'il y en a qui préfèrent pas la porter, qui préfèrent sortir, là, puis leur dire à la personne, écoutez, moi je suis désolée, mais je vous entends pas, puis je vous comprends pas, parce que je suis une personne sourde ou malentendante. Puis, eux autres, ils vont demander aussi s'ils peuvent baisser leur masque pour voir les lèvres. Je sais que c'est pas tout le monde qui veut baisser leur masque. Puis ça engendre des conflits. Oui, c'est frustrant pour nous, mais il faut comprendre que faut respecter les règles sanitaires. Si vous voyez que la personne ne veut pas baisser le masque, respectez-la, c'est dans son droit. Là. Pour aider à ça, il y a des stratégies de communication qu'on appelle. J'ai des crayons, j'ai des feutres, j'ai du papier. J'ai aussi mon cellulaire. Dans ces guides-là, il parle aussi un moyen de reconnaissance vocale. Vous pouvez fouiller, voir quelles sont les applications. Ça vous aiderait aussi. Ça, c'est un guide aussi encore sur le site Audition Québec. C'est mieux communiquer avec une personne malentendante quand on porte un couvre-visage. Ça, ce guide-là, ça permet aux personnes entendantes dans le secteur de la santé, puis aussi dans les lieux publics, comme les commerçants. Ça va aider à ces personnes-là, quand ils vont voir une personne sourde et malentendante, qu'est-ce qu'il faut faire avec eux. Pour les personnes qui travaillent dans les commerces, des entreprises, puis des lieux grand public qu'on appelle, quand vous voyez une personne qui s'affiche avec une surdité, la première des choses que je vous demande, c'est d'être très patient.
Parce que si vous portez patience, nous aussi on perd patience. Si vous êtes stressé, nous aussi on est stressé. Puis la première des choses, c'est de ne pas crier. Si vous commencez à crier, moi je peux crier, puis là on s'entend plus. C'est pas parce que la personne affiche une surdité que vous pouvez penser, là, plus qu'en criant, qu'elle va comprendre plus, c'est pas vrai, là. C'est un mythe. Oui, il faut parler fort, mais c'est un ton résonnant. Donc, puis articuler. N'ayez pas peur que de répéter. Puis c'est sûr qu'on vous demande de répéter, puis là, ça finit plus, puis là, on se perd patience un peu. Ça, là, pour ça, là, ce que je vous recommande, c'est de prendre un papier puis un crayon. C'est pas nécessaire d'écrire des grandes phrases, puis bon, tout ça. Si vous pouvez, ce que vous pouvez faire, là, c'est écrire les mots-clés. Faites des gestes simples. Est-ce que vous voulez un téléphone? Quelle heure qu'il est? Il faut aller avec des gestes simples, puis surtout pertinents et courants. C'est pas le moment de faire des gestes que vous voyez là, avec des interprètes gestuels, puis ça leur appartient. Donc, faites pas ça parce que on se sent humilié, puis c'est insultant. Il n'y a pas toutes les personnes là, qui sourdes et malentendantes qui savent le langage des signes. Si vous voyez une situation avec une personne qui a une surdité, puis est un peu désespérée ou quoi que ce soit, puis ça marche pas, puis le ton monte et tout ça, vous pouvez leur demander si elle a besoin de l'aide. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux prendre des notes? Est-ce que je peux faire comme un genre d'interprétariat? Donc ça peut aider énormément ces gens-là. Mais surtout, si la personne vous dit non, respectez-la. Là. Je suis vraiment heureux d'annoncer, au nom de mon collègue François Bonnardel, qui est ministre des Transports, l'octroi d'une somme totale de 673 984 c'est précis, pour la rénovation de la rue principale de Saint-Modeste. Donc, je pense que c'est un dossier également qui est en cours depuis un bon bout de temps. C'est une belle annonce ce matin. C'est une rénovation d'1,5 km qui va se faire sur la route. Alors, cette aide financière est accordée, comme vous le savez, M. le maire, dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports. J'aimerais également profiter de ce moment pour annoncer des investissements routiers, programme particulier d'amélioration en circonscription électorale. Alors là-dessus, pour l'année 2020, j'ai 845 351 $ à annoncer pour ces deux programmes. La somme est repartie dans 43 municipalités. Certains projets ont une plus grande envergure que d'autres. Donc, pour Desjely, c'est l'asphaltage de la rue Beslay. La rue Beslay, c'est une rue qui est au niveau municipal importante, mais qui est également pour le Témiscouata une rue qui est importante par rapport au transport du bois. Je ne vous ferai pas de dessin dans le Témiscouata. Le bois, c'est une industrie majeure. On avait besoin d'aide à tous les niveaux. Ça faisait longtemps que c'était en marche et c'était une des priorités, sinon la priorité du conseil municipal. Donc, ce matin, je confirme un autre 165 000 $ pour finaliser l'ensemble de ce projet dans tout de A à Z. Saint-Michel-de-Squatec, les amis de Saint-Michel-de-Squatec, 60 000 $ pour la réfection des chemins des chalets. Bien sûr, c'était un coup de cœur du député et un besoin des municipalités.
Monsieur le maire, très heureux. Je sais que vous faites un excellent travail dans ce coin-là avec vos citoyens. Je comprends tout le rôle qui se rattache dans la municipalité et entre autres aussi le rôle que vous jouez par rapport à l'entrée du parc national. Donc, c'est dans cette lignée-là. Merci. Merci d'accueillir nos gens. Je sais que l'année est un petit peu exceptionnelle cette année, pour ne pas dire complètement. Continuons nos efforts ensemble. Alors, Saint-Simon pour le réseau non asphalté, c'est 50 000 $ également qu'on vous donne par rapport au reste. Il y a beaucoup de travaux qui s'en viennent aussi de la part des engagements, des priorités de la direction régionale qui vont se faire incessamment, là, à part de 50 000 $ là. Finalement, Saint-Eusèbe, c'est un épopée, c'est 50 000 $. Et on en a du réseau routier dans ce coin-là également. Alors, c'est la 3e annonce du réseau routier que nous faisons depuis l'été pour un montant de 3 700 000, plus de 700 000 $ qu'on annonce. À part, évidemment, de la 185 que je vous rappelle, parce que ça me plaît beaucoup de le dire, parce que ça me plaît, non seulement que ça me plaît, mais c'est une réalité que je veux dire ça dans des bons mots corrects, là. Je me suis battu jusqu'au bout pour finir le 185 et le gouvernement s'est engagé à la finaliser actuellement. Non, il n'y aura pas de break. Non, il n'y aura pas de pause. Oui, on va la finir jusqu'au bout et soyez-en assurés. Donc, au-delà de ça, on a plus de 3,7 millions qui a été annoncé pour aider le réseau routier qui est sous la responsabilité des municipalités. Donc, c'est vraiment une belle collaboration qui s'est établie depuis quelques années ensemble. Je peux pas juger des années passées, mais je vais juger des actes présents. Et on a encore beaucoup de chemin à faire ensemble et nous allons continuer. Mais je suis heureux d'être ici ce matin pour vos annonces et l'annonce des 3 autres maires qui participent avec nous autres. Et on lâchera pas pour continuer de travailler pour l'ensemble de nos citoyens qu'on représente. On va maintenant prendre une courte pause publicitaire, mais tout d'abord, je vous présente une deuxième capsule qui a été faite sur Marie-France Pelletier, art thérapeute. Pour ceux qui l'ont écouté la semaine dernière, vous avez pu voir la première partie. Donc, je vous présente une deuxième capsule qui a été réalisée sur Madame Pelletier. Ça, là, l'art-thérapie, on rentre là-dedans sans savoir que vraiment, là, c'est libérateur à ce point-là. Là. Moi, je ne savais pas l'effet. On avait travaillé l'argile, puis je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi j'avais fait ça. Puis, tu sais, mais là, c'est comme la raison qui veut se connecter, hein? Tu veux comprendre, puis finalement, à un moment donné, tu te rends compte que t'as pas besoin de tout comprendre, mais juste de vivre cette émotion-là, finalement, de se donner le droit de la vivre. Il n'y a pas de cadre. Tu sais, c'est pas... on s'en va pas dans un endroit X, c'est un local, c'est chaleureux. Tout le contexte est là, je trouve, pour être dans l'ouverture. Oui. Puis on a l'impression, tu sais, c'est pas juste la parole, justement, on a l'impression qu'on fait quelque chose, là. On crée notre vie, dans le fond. Il y a des choses là-dedans que c'est pour ton esprit, il y en a d'autres que c'est pour ton corps. Mais l'art-thérapie, c'est pour l'âme. Moi, ça me rejoint beaucoup quand vous disiez tout à l'heure, moi, c'est Marie-France est arrivée dans ma vie dans une période où j'avais été voir des psychologues, des travailleurs sociaux, puis on dirait que j'étais plus là, j'avais plus le goût. J'avais pas le goût de jaser, il me semble que j'avais plus rien à dire, mais en même temps, j'avais encore ce mal-être-là qui est là, puis tu te dis, ben voyons, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Marie-France est arrivée à ce moment-là. Puis, moi, écoutez, j'ai aucun talent artistique. Puis, mais avec elle, j'étais capable de me laisser aller, puis d'être pas dans le jugement de mon œuvre, mais dans juste qu'est-ce qui est là. Puis, ça m'a aidée, moi, parce que c'est là où j'ai compris de où ça venait. Puis, tu sais, souvent, c'est de loin, c'est imprégné en nous autres, puis on sait pas pourquoi. Fait que moi, c'est à partir de là que j'ai vraiment compris qu'est-ce qui se passait, puis j'ai été capable de changer. Moi, ça a vraiment changé ma vision de la vie, puis je comprends un peu plus qu'est-ce que je peux faire pour m'aider maintenant. Puis, moi, ça a vraiment été dans l'inconscient. On dirait que souvent, avec notre tête, on se met des limites, que avec l'art, tu n'auras pas de limites. Non, c'est ça. C'est ça, on devient...
c'est qu'à un moment donné, soit que tu fasses des rêves ou que d'autres choses t'arrivent, puis que tu te dis, regarde, là, c'était ça, tu sais. Tu sais, quand l'art-thérapie arrive dans ta vie au bon moment, tu sais, quand tu t'y en attends pas, puis que tu en as vraiment besoin, puis que c'est ça qu'il te fallait là, au bon moment, pour monter une marche de plus, ben tu sais, c'est tout à fait ce qui est arrivé, là. Merci de nous aider à fermer le chalet. Ça me fait plaisir, ça me donne l'occasion de voir toi puis ta grande. Marie-Maude, dans notre région, on peut mettre tous nos restants de table au bac brun, mais aussi les résidus de jardin et de plate-bande. Pendant le ménage de l'automne, on peut utiliser les feuilles mortes pour enrichir le sol de notre terrain et les branches mortes pour se réchauffer. S'il y en a trop, on peut les déposer à un éco-centre. Il y a tellement de solutions! Nos poubelles restent presque vides! Elle vit-tu ses patins, ta fille? Mon bac brun, ma solution d'avenir! On est maintenant rendu au reportage d'actualité. On commence tout d'abord avec le parc Forestier Fruits. Arbre Révolution, on a mis au point le programme de reboisement social. Donc c'est une initiative qui permet de planter des arbres là où ça compte, grâce à des fonds privés, principalement d'entreprises ou de citoyens, pour la compensation carbone. On a un service de compensation carbone par le reboisement social. Donc ici, c'est un projet de reboisement social et les compensateurs du côté d'Arbre Révolution, dont la contribution monte jusqu'à 10 000 $ de notre côté, c'est principalement des citoyens de partout au Québec qui ont acheté des arbres sur le calculcarbone.org, qui est notre site transactionnel. Ensuite de ça, on a une entreprise qui s'appelle Crésus, une entreprise basée pour la Montérégie-Montréal, de FineTech, qui sont dans des services plus comptables, si on veut. Ensuite de ça, il y a Tapis Rouge Film, qui est Karine ici, représentante de Tapis Rouge Film, basée à Rimouski. Ensuite de ça, on a le club Mustang Bas-Saint-Laurent. C'est un club qui font des sorties en Mustang et je pense qu'il y avait un petit exercice de conscience à faire. Et donc, ils ont décidé d'acheter des arbres. C'est à peu près ça le portrait des bailleurs de fonds. Mais on a vraiment une collectivité ici à Trois-Pistoles qui est incroyablement tissée serrée. On a un paquet de partenaires qui ont aussi permis de payer un peu la balance et de bonifier le projet. Je pense que ce projet-là génère beaucoup de rêves, d'innovation, puis c'est pas pour rien que ça suscite l'intérêt comme ça. Aujourd'hui, on a justement l'occasion de faire un projet très avant-gardiste pour en faire une valeur ajoutée, parce que nécessairement, produire de la nourriture, il faut aussi la gérer. C'est super important. Quand on a un organisme comme ça qui est capable de le faire, ben c'est vraiment un plus. Donc peut-être juste pour vous résumer le projet, parce que évidemment vous n'étiez pas en classe hier, vous êtes trop vieux. Là ici on a une section de rang qui est vraiment dans ce sens-là. En sud, ça c'est la section verger. Donc, il y a 450 arbustes fruitiers qui vont être plantés en rang là, dans une optique de production, de création de fruits. On a l'aronia, le sureau, le pimbina, la mélange, la camérise, puis les noisettes. Ensuite de ça, on a 2 rangs ici qui vont faire effet de brise-vent pour justement créer un microclimat dans la zone verger, bloquer les vents dominants qui proviennent du sud-ouest et créer la rétention de la neige. On veut avoir du beurre de neige l'hiver pour abrier nos végétaux. En ayant levé tous ces fonds-là, ça nous permet à nous, Arbre Révolution, d'assurer un suivi pendant 3 ans.
spécialement en régie de culture, parce qu'Arbre Révolution, on pilote en ce moment un verger de 2000 arbustes fruitiers, donc à peu près 3 à 4 fois plus grand que ça, à 1h30 d'ici à Sainte-Louise, avec les mêmes essences qu'on va planter ici. Donc on a une expertise vraiment en régie de culture, exactement en lien avec ces mêmes essences. Donc pendant 3 ans ici, on va assurer un suivi, on va vous aider à créer un calendrier des opérations. Donc c'est vraiment, les clés du succès sont tous réunies. Donc imaginons ici l'espace dans juste 5-6 ans, là, ça va être très particulier au niveau du paysage. Puis avec le potager qu'il y a là, toutes les intentions que vous avez là, ici à l'école de rendre ça encore plus joli, ben, je pense que c'est un endroit qui va être fabuleux à long terme. Merci à tout le monde pour leur effort. J'espère que vous avez apprécié ce reportage. Maintenant, je laisse la parole à Laurie Vaillancourt, directrice de la Maison de la famille des Basques. Samedi, le 31 octobre, en après-midi, il va y avoir une chasse aux fantômes qui va être à l'extérieur. Ça va être une espèce de petit rallye qui va être disponible soit à Trois-Pistoles ou à Saint-Jean-de-Dieu. Les gens, quand ils vont s'inscrire, ils vont pouvoir cocher à quel endroit ils désirent faire leur chasse aux fantômes. Il y a des heures aussi qui sont vraiment déterminées. Là, il va y avoir des départs aux 15 minutes. Pour Trois-Pistoles, ça va être ici à la Maison de la famille. Pour Saint-Jean-de-Dieu, l'information va être communiquée là, dans les prochains jours. Quand les familles vont s'inscrire, on va leur communiquer toutes le départ et à quel endroit avec l'heure, puis on va donner plus de détails là, suite aux confirmations. Le lien pour l'inscription est sur la page Facebook. Quelqu'un qui n'aurait pas Facebook, qui voudrait s'inscrire, peut nous appeler au 418-851-2662 pour que nous, on les inscrive dans la liste. Ça, c'est possible. Pour ceux qui se demanderaient, l'activité est gratuite. Il n'y a aucun frais de coût de participation pour l'activité cette année. C'est important de s'inscrire le plus tôt possible parce que comme on a 6 familles par 15 minutes qui peuvent partir en même temps, ça nous limite un petit peu sur le nombre de familles au total qui peuvent participer. Alors nous, on va vraiment prendre premier inscrit, premier servi pour avoir 1 heure là, de réserver pour le parcours de leur famille. Alors dépêchez-vous à vous inscrire, les places vont s'envoler vite. Les gens ont jusqu'au 29 octobre pour s'inscrire parce que nous, c'est ça, il faut planifier les départs, il faut envoyer les confirmations aux familles, il faut faire les sacs de bonbons aussi. Donc, on a une belle collaboration du VRAC cette année qui va eux-mêmes faire les petits sacs de jujubes là, pour les enfants. Fait que ça, c'est super là, que ce soit fait local ici. La chasse prend à peu près 30-40 minutes. C'est sûr que c'est un parcours qui se fait bien à pied pour les familles, que ce soit là, en poussette ou avec des plus jeunes enfants qui marchent. Fait qu'on va garder un périmètre là, de rue principale. Ça va être sous forme d'énigmes avec des numéros à retenir pour ensuite ouvrir un coffre-fort là, avec les codes que les familles vont avoir trouvés. Étant donné que c'est à l'extérieur, c'est un peu plus facile de ne pas faire d'attroupement. Comme il va y avoir maximum 6 familles à la fois qui vont faire le départ, on se dit que les arrivées ne seront pas nécessairement tous en même temps parce que l'ordre des énigmes ne sera pas le même pour les 6 familles. On demande, c'est sûr, aux enfants qui vont ouvrir le coffre à la fin de se désinfecter les mains. Nous aussi, on va désinfecter le coffre-fort entre chaque enfant aussi. Fait que c'est sûr que comme c'est à l'extérieur, ça va être plus facile de respecter les mesures. On invite les enfants, les parents à se déguiser pour faire la parade. On va essayer de mettre de la vie un peu à Trois-Pistoles, à Saint-Jean-de-Dieu. Fait que si on peut voir plein de petits monstres déguisés un peu partout en ville, ça va être génial. On invite les gens à partager l'événement, à en parler, à inviter leurs amis et tout ça. Ça va être une belle fête qui va se dérouler là, de 2h à 4h, samedi le 31 octobre.
À présent, on s'en va rencontrer Mme Lucie Dumont, présidente et fondatrice du défi Chaîne de vie. Et vous allez voir, je suis allé filmer ça à Rivière-du-Loup, sur la passerelle, près des chutes. C'est la première fois que, personnellement, je m'y rendais. Et c'est de toute beauté. Vous allez voir mon reportage. Le 17 octobre, la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Et lors de cette journée, on va tout simplement, comme toutes les années, grimper pour amener le drapeau Chaîne de vie au sommet des montagnes. C'est un événement qui se vit dans 15 régions, sur 15 montagnes. Nous avons demandé aux porte-étendards de grimper dans chacune des régions, et seulement eux, et d'appuyer, que la population appuie par un don ce porte-étendard qui va amener le drapeau Chaîne de vie au sommet de la montagne. Les gens peuvent faire des dons en se rendant sur défi.chaînedevie.org et vous allez choisir la région. Bien sûr, je souhaite que les gens du Bas-Saint-Laurent vont appuyer fortement notre région. Si on souhaite appuyer, par exemple, on est une famille de donneurs, on veut appuyer une famille de donneurs, on choisit une autre région, ou les médecins ont choisi peut-être Québec, où Dr Weiss va amener au nom de tous les médecins le drapeau au sommet du relais. L'Estrie, c'est les infirmières ressources. Une autre région, c'est des greffés. Alors ici, au Bas-Saint-Laurent, ce sont des greffés, effectivement, qui vont représenter tout ce maillon clé important. Et nous avons Alain Gagnon qui va fêter son 10e anniversaire de greffe et également Annie-Claude Michaud qui, elle, fête son 20e anniversaire de greffe. Ces deux belles personnes vont monter au nom de tous les greffés du Québec le drapeau Chaîne de vie au sommet du Mont-Saint-Mathieu. Bon, en fait, ça part de Rivière-du-Loup, ça part de l'école secondaire. Lors d'une visite d'un petit garçon qui était en attente d'une greffe, on parle il y a plusieurs années, là, en 2006. Et en 2007, on s'est mis à pied d'œuvre pour développer un programme d'éducation aux dons d'organes en milieu scolaire qui gagne le cœur du Québec présentement. C'est vraiment, ça a été 7 ans de travail pour développer cette unité pédagogique, pour offrir en fait un cadeau aux enseignants d'anglais langue seconde au Québec. C'est eux qui ont cette grande mission d'éduquer tous nos jeunes du Québec, soit en 4e ou 5e secondaire au don d'organes, pour que ces jeunes-là deviennent nos ambassadeurs de la discussion. Transplant Québec a fait une grande campagne sur toute l'importance de discuter du don d'organes en famille, mais quoi de mieux que d'emmener aussi la bonne information en famille? Ce sont nos jeunes qui sont éduqués, ça pendant quand même un bon mois, là, à raison de 2 cours semaine, sur toute l'enjeu du don d'organes et aussi, bien sûr, des tissus. On parle du don de sang, on parle aussi de don de cellules souches. Tout ça est couvert dans le cadre du programme Chaîne de vie. Au moment où on se parle, on a formé environ 200 enseignants. On a couvert à peu près le quart des enseignants au Québec. Et on souhaite bien sûr déployer Chaîne de vie dans toutes les écoles. En ce moment, le programme est à l'étude au niveau gouvernemental. On souhaite évidemment que, bien sûr, que le gouvernement puisse venir nous appuyer. J'ai confiance. J'ai confiance que le ministre de l'Éducation et le ministre de la Santé vont prendre le temps de regarder ce grand cadeau qu'on a développé pour qu'on veut mettre dans les mains des enseignants partout. Et ça fait vraiment... ça touche tellement de gens présentement. La chance qu'on a d'avoir ces professeurs d'anglais qui sont motivés à présenter l'unité pédagogique, puis les jeunes qui sont encouragés à vraiment être nos grands acteurs de changement pour une société plus éduquée. Et on sait que plus on a une population éduquée au don d'organes, plus on va diminuer le nombre de refus des familles. Alors, c'est un des grands enjeux, là, diminuer le nombre de refus de familles, et ça passe par l'éducation. Bien sûr que le don d'organes n'a pas échappé avec la pandémie. Puis c'était difficile pour les médecins là, de se concentrer sur l'identification des donneurs potentiels lorsqu'on était occupé dans les soins intensifs à sauver d'autres vies. Donc, c'est la raison majeure pour laquelle il y a eu moins de dons d'organes, évidemment, moins d'identification de donneurs potentiels.
on a 799 personnes qui sont en attente présentement d'une greffe, dont 21 enfants. Et dans le Bas-Saint-Laurent, il y a 13 personnes en attente d'une greffe présentement. Ça va être notre 5e édition et je suis très heureuse de voir comment ça suscite un engouement, l'éducation en fait, suscite l'intérêt. J'invite vraiment la population de tout cœur d'appuyer, aller faire un petit don. Vous faites une grande différence. Merci beaucoup. C'est maintenant la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié les reportages qu'on vous a présentés. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, des suggestions par rapport à ces reportages-là ou des sujets de reportage à nous suggérer, bien, je vous invite à nous contacter aux coordonnées que vous pouvez voir au bas de l'écran. Donc sur ce, je vous invite à nous suivre sur Facebook pour rien manquer de l'actualité qu'on vous communique à chaque jour et à vous abonner à notre chaîne YouTube. On franchit bientôt le cap des 200 abonnés. Je suis content parce qu'il n'y a pas si longtemps, il n'y a même pas un an, on atteignait à peine le stade des 100 abonnés. Donc de plus en plus, les gens s'abonnent à notre page, voient qu'on a du contenu intéressant. J'espère qu'il est intéressant pour vous. Donc sur ce, allez en paix. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Infos TCBH. Salut tout le monde! Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.